Alors peut-être pour commencer des éléments de contexte en fait sur la justice restaurative, puisque on a entendu que c'est un mouvement qui a débuté dans les années 70 à un niveau international avec deux pays en Europe qui sont précurseurs, la Belgique et l'Irlande du Nord, mais aussi depuis 2 ans un engouement assez important avec un développement dans le monde entier. On a entendu parler de Brésil, de Rwanda, donc pas du tout circonscrit à l'Europe, mais avec donc une grande avancée en France. D'ailleurs, l'IFJR a témoigné cet après-midi d'un certain nombre de formations et d'actions en nombre. Donc on voit qu'effectivement il y a un engouement. Mais aussi avec des diversités d'approches, puisque on a à la fois l'exemple par exemple du Rwanda qui s'appuie sur finalement l'importance du processus de justice restaurative, alors que l'Irlande du Nord par exemple va appuyer plutôt son travail sur le résultat, sur un objectif de résultat. Et puis en France, on l'a vu, il y a des diversités, on l'a vu particulièrement cet après-midi, puisque on a l'IFJR et l'ARCA qui apportent deux façons d'appréhender la justice restaurative différemment. Et l'exemple de la Belgique, qui est frontalier, pas la France, mais pas très loin, apporte aussi des éléments complémentaires. Alors, cette justice restaurative, on a essayé d'en retirer quelques éléments de définition et quelques objectifs. Vous m'excuserez si je ne suis pas exhaustive. Je ne redonnerai pas tous les éléments de la loi et de l'article 10-1, puisque je pense que tout le monde a la possibilité de les lire. Ils n'ont pas été mentionnés d'ailleurs de façon exhaustive. La première question, en tout cas, c'est est-ce que finalement la justice restaurative est la cerise sur le gâteau, pour reprendre les éléments de GLM, je n'ai plus noté son nom, Bérengère, voilà. Donc est-ce que c'est une cerise sur le gâteau ou est-ce que c'est une véritable action de réhabilitation ? Les éléments vont plutôt du côté de l'action de réhabilitation, mais on voit qu'il y a quand même, dans le statut de la justice, des actions de justice restaurative, encore un certain nombre de confusions qui peuvent laisser la question ouverte. Donc GLM définit en tout cas la justice restaurative, et on le retrouve aussi dans d'autres propos, comme une action humaniste, positiviste et écologique. C'est une action qui est centrée sur les besoins des personnes, voire sur le bien-être même de la personne, et non pas sur l'acte. C'est une rencontre entre auteur et victime, alors direct ou indirect. On a vu qu'il y avait des modalités tout à fait différentes. C'est un déclencheur, le déclencheur d'un potentiel significatif dans un voyage vers la désistance. C'est une citation de Robinson et Chapelain. Une restauration vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis de la personne elle-même, enfin des personnes elles-mêmes, puisqu'on est toujours sur ce duo auteur-victime, et une participation en tout cas active de l'auteur et de la victime, qui sont aussi appelés non alter ego à la résolution des conflits. Alors, une fois qu'on a donné ces quelques éléments de définition, pourquoi la justice restaurative finalement? Quels en sont les objectifs? En tout cas, ce qu'on a entendu aujourd'hui de façon assez répétée, c'est qu'un des objectifs très importants, c'est de développer l'altérité. Certains parlent aussi d'éviter la récidive, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait consensus sur cette question-là. En tout cas, ça a été évoqué. On nous a aussi évoqué une complémentarité avec la justice, alors punitive ou rétributive, selon d'où on parle. Les termes sont différents, mais je pense recouvrent à peu près la même chose. Une complémentarité, en tout cas, avec d'autres dispositifs d'aide, notamment pour pouvoir répondre aux besoins secondaires de la personne pour qu'elle accède à un bien-être. Se pose aussi la question, finalement, dans les objectifs de la justice restaurative, de conjuguer la prise en compte du risque de la rencontre entre auteur et victime et du désir de rencontre. Là, on commence à rentrer dans une complexité. On a aussi, dans les objectifs un peu généraux, comme ça, de la justice restaurative, finalement, ce qui a été dit en début de journée, d'éviter, finalement, que l'horreur du crime fasse écran à la capacité de l'aide et de cette façon-là peut-être éviter un certain nombre de stéréotypes. On a eu une petite histoire d'éléphant qui nous a rattrapés sur ces questions-là.
Les objectifs de justice restaurative, elles sont pour la société, évidemment, mais aussi pour les personnes, les non-alter ego, je reprends le terme de l'ARCA. Et donc, j'ai listé un certain nombre d'objectifs pour les personnes elles-mêmes, notamment dépasser l'impact de l'infraction, notamment la suspension identitaire qui est provoquée par l'infraction. Et on rejoint finalement le côté positiviste, puisque on est là dans une démarche de soutenir du futur. C'est aussi reprendre le contrôle de sa vie, de se réapproprier sa propre trajectoire de vie. C'est de se dégager, on l'a entendu dans le film avec la personne qui a été victime d'inceste et qui a témoigné, se dégager des restes d'une souffrance. Un terme qui est venu à plusieurs reprises aussi, c'est restaurer le sentiment de justice. On voit bien que l'infraction provoque un sentiment d'injustice tant pour la victime que pour l'auteur. Et en tout cas, sortir d'une identité négative qui a été créée par l'infraction, pour l'auteur ou la victime d'ailleurs, et la nécessité finalement que la société reconnaisse la modification de cette identité négative vers une identité positive. Alors, avant de donner la parole à Géraldine, qui vous donnera des éléments plus de méthode, j'ai noté quelques principes incontournables à la justice restaurative. Donc sa base humaniste, on l'a dit tout à l'heure. Au niveau national, mais je le reposerai en question à la fin de notre propos, finalement la nécessité d'un déclic dans le pays pour que ça prenne, pour que la mayonnaise de la justice restaurative prenne. La nécessité d'avoir des principes d'action communs à tous les acteurs, c'est-à-dire comment finalement on peut avoir un socle commun. Alors les pouvoirs publics nous parlent d'harmonisation, de cohérence et de cadre normatif, mais on peut aussi le dire autrement. En tout cas, un socle commun à des pratiques, mais aussi un cadre législatif pour sanctuariser ce socle, avec finalement le risque que s'il n'y a pas de cadre législatif précis, que les actions de justice restaurative puissent revenir en arrière et disparaître en fonction finalement des aléas politiques ou d'actualité. Un autre principe incontournable, la formation des intervenants, la professionnalisation des intervenants. Alors quand je dis intervenants, il y a à la fois les intervenants socio-judiciaires, les intervenants auprès des victimes, donc qui sont directement acteurs dans la justice restaurative, mais il y a aussi tous les acteurs qui sont autour et qui contribuent en fait au parcours d'aide des personnes qui finalement auraient besoin d'être à minima sensibilisés à la question de la justice restaurative. En tout cas, ça rejoint en fait un autre principe incontournable, c'est que la justice restaurative, elle ne peut pas se faire dans un petit coin, dans une petite bulle fermée. Elle est vraiment appuyée sur un partenariat. On a évoqué, Véronique Dandonneau a évoqué la question de conventions locales entre les acteurs. Voilà, on a là une garantie de mise en place de la justice restaurative aussi par le partenariat. Et puis, ça a été dit par plusieurs interlocuteurs, la nécessité de continuer l'expérimentation, de développer de la recherche pour continuer à améliorer, adapter les pratiques. Voilà. Alors, une fois qu'on a effectivement défini ces questions fondamentales, se posent à nous d'autres questions. C'est comment est-ce qu'on l'a fait, cette fameuse justice restaurative. Donc on a eu cet après-midi et ce matin, un certain nombre de définitions de méthodes, de méthodologies applicables ou appliquées, qui finalement avaient quand même des points communs, même s'il y a un certain nombre de divergences qui n'ont échappé à personne. Ce point commun étant la question d'une rencontre entre deux personnes, deux histoires de vie, deux alters non égaux, j'ai bien aimé cette expression. Rencontre est là pour laquelle justement la méthode diverge. On a comme socle commun soit des prises en charge de façon individuelle, soit des prises en charge de façon groupale, mais avec des principes qui sont posés par l'IFJR comme étant la nécessité d'une rencontre directe ou indirecte,
dans des formats qui sont spécifiques, qui ont été travaillés par l'IFJR et sur lesquels il y a des recherches en cours et des expérimentations et des résultats. Qui sont ces rencontres qui se font à travers, alors j'espère que je ne vais pas en louper, rencontres condamnées-victimes, cercle restauratif, médiation restaurative, je regarde à droite parce que c'est par là qu'on contrôle, et conférences restauratives sans aucun doute. Qu'est-ce que l'on a appris aussi à travers ce que nous a présenté l'ARCA ? Qu'effectivement, il y avait des rencontres. Ces rencontres, elles n'étaient pas nécessairement des rencontres physiques, elles pouvaient être virtuelles. On a des publics aussi qui parfois ne sont pas accessibles à la rencontre physique, et donc d'où la nécessité de pouvoir intégrer pour ces publics-là une autre forme de rencontre symbolique, adaptée à leur propre mode de réflexion et à leurs usages de l'outil numérique ou des dessins. On s'est retrouvés par l'un et l'autre, enfin par les deux institutions, IFJR ou bien ARCA, on s'est retrouvés sur la question de la diffusion de connaissances communes et sur la question du coup sémantique. Comment est-ce qu'on parle ensemble des mêmes choses? Comment est-ce qu'on fonde ensemble des valeurs communes? Comment est-ce qu'on se fixe des objectifs communs, quels qu'ils soient? Et tout ceci étant basé sur un socle qui est un socle de formation, dont on nous a dit, en tout cas c'était la vision européenne, que cette formation, il fallait qu'elle soit la plus diversifiée possible, de façon à pouvoir s'adapter au plus de situations possibles. Au-delà de cette question de comment est-ce qu'on communique les uns avec les autres, en termes de méthodologie, on nous a présenté une temporalité aussi, la nécessité de préparer des rencontres, c'est ce qui fait commun, c'est ce qui fait le sens commun entre les deux approches, la nécessité d'avoir une conduite de rencontre, quelle que soit la forme des rencontres, une conduite qui réponde à un certain nombre de normes et à une certaine déontologie de posture, même si on a senti quand même dans les deux approches des postures professionnelles qui étaient légèrement différentes. Et enfin, des outils, je dirais, communs qui sont comment est-ce qu'on accède à la parole et à l'expression. Sur la posture professionnelle, puisque derrière cette question d'outils, il y a quand même une question aussi de posture professionnelle. Donc on a tous l'information comme quoi les postures doivent changer. En tout cas, ce sont des postures spécifiques. Et que ces postures sont des postures de soutien et non pas des postures de vérification que les objectifs sont atteints, de responsabilisation, de guide. Oui. Au-delà de la posture, il y a la vision. Alors, sur la vision, effectivement, on a vu qu'il y avait deux visions qui étaient assez différentes. Mais ce que nous a rappelé quand même les experts européens qui sont venus, qu'ils soient de Belgique ou qu'ils soient d'ailleurs, ils ont rappelé que toutes les formes étaient nécessaires au final et que l'une n'excluait pas l'autre, qu'on avait à la fois à investir un champ justice, un champ hors justice, qu'il fallait évidemment avoir une certaine vigilance quant à la méthode qu'on mettait en œuvre, mais que l'une n'excluait pas l'autre. Et sur la façon d'intervenir, évidemment, chacun a pour le coup une position, en tout cas, qui est un peu différente. On nous a évoqué beaucoup ce matin la question de la temporalité, la question de la décentration, à la fois de la personne et de la personne par rapport à son propre vécu, et la question de l'altérité. Au final, dans ces différents processus, enfin dans ces différentes méthodologies, ce que nous rappelait Estelle Zinstein, j'espère qu'elle n'est pas là, parce que si ça se trouve j'ai écorché son nom, c'est que, pardon ? Je l'ai écorché. Bon, c'est pas de chance, mais ça tombe bien. Donc l'important finalement derrière tout ça, c'était peut-être pas tant l'objectif que le processus. Avec un processus qui vise fondamentalement à susciter de l'espoir. Donc pour les personnes accompagnées, hein, parce que c'est quand même ça qui fonde notre fonctionnement.
Alors, on a parlé de la méthodologie préconisée par l'ARCA, par l'IFJR. Ce que l'on a appris à travers la table ronde de cet après-midi, c'est que finalement, le ministère aujourd'hui, le ministère de la Justice, dont on attend énormément, n'a pas tranché. Une circulaire a été produite, mais ce ministère n'a pas tranché, en tout cas à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce qui nous a été indiqué. Pour autant, on sent bien que les remontées d'informations de ce qui a pu se mettre en pratique à travers le secteur socio-judiciaire paraissent relativement absentes du paysage en l'état, alors même qu'il y a un souhait de différentes directions de proposer des mises en œuvre particulières à partir de cette circulaire qui reste générale. Donc on sent qu'il y a des aspects métiers qui sont manifestement très prégnants, on sent qu'il y a une volonté de co-construire qui est à l'œuvre, qui s'initie, qui balbutie parfois, mais que on doit quand même avoir une forme de vigilance pour que ce fameux champ des possibles qui nous a été présenté tout à l'heure puisse effectivement avoir lieu. L'idée n'étant pas de savoir qui a raison, qui a tort, je crois que la question n'est pas là. L'idée, c'est peut-être aussi de savoir si on souhaite, à travers les méthodologies qui vont être déployées, faire de cette justice restaurative une justice spécifique, pas une justice de flux en tout cas, ou une justice qui concerne le plus grand nombre. Donc Véronique Dandonneau nous a parlé tout à l'heure de la démocratisation de cette justice restaurative. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la démocratisation et sur laquelle il n'y a pas nécessairement à trancher. Enfin, en tout cas, ça pourrait ne pas se trancher comme cela. Est-ce que j'ai tout dit sur la méthode? C'est pas facile. Hein. Alors la méthode, c'était pas facile hein, quand même. Je crois que sur les conditions de mise en œuvre, ce qui revenait quand même aussi au niveau de l'ensemble des intervenants, c'était la question d'une posture spécifique et d'une dynamique d'adaptation. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'aujourd'hui, on en est aux prémices, il y a des expérimentations, on a envie qu'elles se développent, on a envie qu'elles concernent le plus grand nombre, mais pour l'instant, on est dans une phase qui est une phase certes de bond en avant, mais qui reste mesurée. C'est-à-dire que chacun se disant, bon finalement, qu'est-ce qui va être tranché en termes de méthode, et est-ce qu'on va y aller ou pas, est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas, et est-ce qu'on va être soutenu ou pas. Je passe à ma voisine. Alors pour conclure, on a relevé quelques questions auxquelles évidemment nous n'avons pas de réponse, donc ça fait partie de nos perspectives sans doute de travail commun. La première que je relève et pour laquelle effectivement trouver les réponses collectivement apporterait peut-être des éléments de clarification pour la justice restaurative, c'est finalement, on nous a parlé de la nécessité d'un déclic au niveau d'un pays pour pouvoir mettre en place la justice restaurative. Donc quel est le déclic français ? Pourquoi aujourd'hui on s'attelle à la justice restaurative? Est-ce que finalement c'est l'évolution de la nature des infractions? On voit qu'il y a des infractions qui arrivent de façon nouvelle. Je pense notamment à l'actualité brûlante sur la question du harcèlement. Tout d'un coup, on a une explosion des affaires de harcèlement. Et puis évidemment la question du terrorisme. Est-ce que ça a une incidence sur la façon dont on peut essayer de trouver des réponses en termes de justice? Est-ce que c'est une recherche d'alternative finalement à la question de la surpopulation carcérale, qui est une question criante? Est-ce que c'est aussi finalement une conception de la vie un peu différente, avec un monde finalement qui est menacé, avec des changements climatiques et qui est à préserver et donc à partager, donc avec un mouvement inverse à celui de l'individualisme? Est-ce que, voilà, j'ouvre le débat, j'ai pas les réponses. Donc voilà, quel est notre déclic français finalement pour prouver et en tout cas asseoir le développement de cette justice restaurative?
Mais on a fait le constat que peut-être il y avait déjà des actions mises en place de justice restaurative, mais on a un peu du mal à les définir. Donc quelles sont-elles? Moi j'ai entendu que la réparation pénale relevait de la justice rétributive. Je pense qu'on peut lancer le débat. Je sais pas, là c'est la lumière, voilà. Donc voilà, à mon avis c'est un débat, hein, c'est une question encore. Je suis pas sûre qu'elle soit totalement, enfin qu'elle fasse consensus en tout cas. Et puis quelles sont les actions évidemment à développer, parce que on a bien vu la justice restaurative est tournée vers le futur, donc on va pas s'apesantir sur le passé. Ensuite, est-ce qu'il faut s'entendre sur des objectifs communs? Moi, j'ai entendu, effectivement, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on doit s'atteler à la mise en place d'un processus de justice restaurative, ou est-ce qu'on doit finalement se donner des objectifs avec des résultats concrets? Est-ce que finalement on assoit la justice restaurative sur la question, par exemple, de la non-récidive, ou est-ce qu'on est dans la prévention d'autre chose? Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'on était attaché finalement à l'infraction pénale, mais est-ce que c'est pas aussi une forme de prévention? J'ouvre la question. Ensuite, il y a la question de la complémentarité. On a vu aujourd'hui qu'il y avait des façons de développer la justice restaurative et des conceptions qui étaient un peu différentes. Derrière nous, on a une concurrence un peu crue entre l'IFGR et l'ARCA, et qu'aujourd'hui, on a finalement des mains tendues qui ont été repérées. Donc, est-ce qu'on est bien sorti de cette concurrence-là? Est-ce qu'on peut concevoir ensemble une forme plurielle de la justice restaurative avec des complémentarités? Et puis, notre complémentarité amène aussi à poser la question, c'est Véronique Dandonneau qui l'a soulevé, du maillage, mais d'autres l'ont fait aussi, du maillage finalement entre les associations d'aide aux victimes et les associations socio-judiciaires, comment on travaille ensemble de façon complémentaire, de façon à pouvoir développer, démocratiser cette justice restaurative. J'ai entendu également une question qui reste entière, c'est la question de l'évaluation. Comment on peut développer des indicateurs d'évaluation des actions de justice restaurative? Est-ce que finalement, on a soulevé aussi cette question-là dans le débat tout à l'heure, il y a des spécificités pour les mineurs, hein, vous parlez de capacité de discernement, d'implication des parents, voilà, est-ce qu'il faut des indicateurs spécifiques? Et puis, question qu'on a toujours à cœur à Citoyens et Justice, comment peut-on co-construire ces indicateurs et qu'on n'arrive pas avec des indicateurs comme ça peut arriver parfois malheureusement, qui partent des pouvoirs publics et qui nous retombent dessus et qu'on ne comprend pas toujours ou qu'on a du mal à appliquer. Donc voilà, on est en tout cas plutôt dans l'idée, s'il doit y avoir indicateurs, de pouvoir les co-construire. A été posée également la question du financement, puisqu'on parle d'un côté de la gratuité et de l'autre de la professionnalisation des acteurs. Donc là, on a forcément un écueil. Si ce ne sont pas des pratiques à l'intérieur de mesures socio-judiciaires ou à l'intérieur de mesures d'aide aux victimes, alors quel finalement statut, puisqu'on a vu que le mot mesure pouvait prêter à confusion, et donc quel financement, hein, puisque ça ne peut pas reposer sur un unique bénévolat. Et puis, finalement, quelles sont les perspectives de travail collaboratif avec le Comité national de justice restaurative? Et pour finir, quand une doctrine française de la justice restaurative? Partagée, évidemment. Merci.